أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va faire un autre examen national 2023, chimique physique, qui concerne simplement les PC, session normale. On va commencer par le premier exercice qui concerne simplement la chimie. C'est un exercice de chimie. Dans cet exercice, on se propose d'étudier la réaction d'acide éthanoïque avec l'eau, une solution aqueuse de méthanoate de sodium et le méthanol. Premièrement, 1. Étude d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque. On prépare un volume V d'une solution aqueuse SA d'acide éthanoïque, CH3COH de concentration molaire Ca. Son pH est pH égale 3,05. Premièrement, je vais faire un petit schéma. On a un réservoir où on a la solution SA d'acide éthanoïque COOH, CH3COH, de concentration Ca égale 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre et son pH à quoi égale 3,05 avec un volume V qui n'est pas connu. Première question, 1-1. Écrire l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau, c'est très très simple. On a l'acide éthanoïque, CH3COOH plus H2O et nos donne sont conjugués, qui est quoi? CH3COO moins ion éthanoate plus H3O+. Pourquoi H3O+? N'oublie pas les états liquides, solution aqueuse. Pourquoi plus H3O+? C'est une solution acide. C'est pour ça qu'on a la majoration des ions d'oxonium ou bien d'hydronium. 1, 2. On définit la proportion de l'espèce CH3COH dans la solution SA à l'état d'équilibre par alpha de CH3COH égale concentration de CH3COH à l'équilibre sur la concentration de CH3COH à l'équilibre plus la concentration de CH3CO moins à l'équilibre. En vous aidant du tableau d'avancement, montrez que alpha égale 1 moins taux, avec taux étant le taux d'avancement final de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. Alors, on va montrer que alpha de quoi? De CH3COH, acide éthanoïque, égale 1 moins taux. Ou taux, c'est quoi? Le taux d'avancement final. Voilà. Alors, premièrement, l'expression de alpha, CH3COOH, à quoi égale, d'après les données, dans la concentration de CH3COOH à l'équilibre, divided by concentration CH3COOH à l'équilibre plus la concentration de son conjugué ion éthanoate CH3COO moins à l'équilibre. Avant ça, je vais dresser le tableau d'avancement CH3COOH plus H2O qui nous donne CH3COO moins plus ion oxonium, AQ liquide et air. Voilà, je vais maintenant représenter le tableau, le temps et l'avancement. Au temps t égale 0 et l'avancement égale 0. Dans ce cas, on a simplement le quantité de matière CA fois V. On a simplement CA et V. Ici, toujours en excès, 0, 0. Par contre, ici, je vais écrire directement T à l'équilibre et X à l'équilibre, ou bien final. Donc, CA V moins X à l'équilibre, X à l'équilibre, X à l'équilibre, ou bien final. Et enfin, T max X max, lorsque la réaction est totale. Donc, CA V moins X max, et enfin, X max. Donc, à quoi égale l'action? Donc, à quoi est la concentration de l'acide, oui, c'est l'acide éthanoïque, CH3 COH à l'équilibre. CH3COH à l'équilibre. À quoi égale CA V moins X à l'équilibre. En même temps, la concentration CH3CO au moins, voilà. Ah non, c'est pas la concentration, pardon. CAV moins X1 sur le volume sur V. Qui est en même temps CA moins X à l'équilibre sur V.
Et déjà, on a X à l'équilibre sur V égale soit la concentration CH3CO- ou bien la concentration H3O+. La concentration CH3CO- à quoi égale à l'équilibre égale X final ou bien à l'équilibre sur V. Toujours, la concentration égale la quantité de matière divisée par le volume. La concentration H3O+ égale la quantité de matière sur le volume pour T à l'équilibre. Donc, alors, d'où alpha à quoi égale concentration CH3COH, je vais la remplacer par CA moins quoi X final, X à l'équilibre, sur V, qui est la concentration de son conjugué, CH3COO moins. Ou bien, je peux la remplacer par la concentration de H3O+. Divisé par même concentration, ça veut dire Ca moins la concentration de CH3COO moins à l'équilibre, plus quoi? Plus concentration de CH3COO moins à l'équilibre. Voilà. Donc, à quoi égale? Donc, C à quoi égale? C à quoi égale Ca moins, je peux écrire ici concentration H3 plus A l'équilibre. Les deux concentrations sont égales sur Ca. Avec la concentration de CH3CO moins égale à celle de quoi? De H3O plus à l'équilibre. Donc, ça c'est alpha. Alors, alpha à quoi égale? Je fais la décomposition ici. C'est 1 moins concentration de H3O plus à l'équilibre sur Ca. Taux, c'est quoi taux? C'est la concentration de H3O plus sur Ca. Comment ça? Je vais multiplier ici la concentration de H3O plus à l'équilibre par V. Même chose pour Ca fois V. Je vais multiplier en haut et en bas par V. On a premièrement, concentration à quoi égale X final ou la X à l'équilibre égale la concentration de H3O plus à l'équilibre fois le volume. Ça, c'est la quantité de matière. Toutes ces cases sont des quantités de matière. Donc, cette quantité de matière égale la concentration fois 2. Même chose, on a X max à quoi égale Ca fois V. Pourquoi? Car CH3COOH est le réactif limitant pour cette réaction. Alors, alpha à quoi égale 1 minus. Donc, la concentration fois V, je vais le remplacer par X final ou bien X à l'équilibre sur CA fois V qui est X max. Et toujours X final sur X max, c'est ton. Donc, c'est 1 moins ton. Et enfin, alpha égale 1 moins. Question, oui, calculer la valeur de alpha. Application numérique. Alpha à quoi égale 1 moins taux. On n'a pas ici, on n'a pas encore taux. Je vais calculer sa valeur d'après cette expression. Alpha, déjà, on a 1 moins concentration H3O plus à l'équilibre sur CA, qu'on a déjà. Allez, voilà, 1 moins concentration plus sur CA. À quoi égale 1 moins? C'est quoi concentration H3 plus? On a déjà le pH ici. C'est pour ça. Je peux calculer sa concentration 10 à la puissance moins pH. Concentration H3 plus égale 10 à la puissance moins pH sur CA qui est déjà connu ici. Alpha à quoi égale 1 moins 10 à la puissance moins 3,05. Ça c'est ici à application numérique. Divided by CA 5 fois 10 à la puissance moins 2. Alors, enfin, alpha égale 98% 1, 3. Montrer que la valeur de pKa de CH3COH, CH3CO moins, et pKa égale 4, donc pKa de CH3COOH, sans écrire sans conjuguer, je peux écrire simplement l'acide, simplement, c'est pas la base, l'acide, à quoi égale presque, ici on a presque 4,79 100 unités. Voilà. Alors, pour faire le calcul, simplement, je vais commencer par Ka. Ils ont écrit ici Ka1, oui.
Voilà. K11, de quoi? Du couple CH3COO. H, CH3COO, moins AQ. À quoi égale la base, qui c'est la concentration CH3COO, moins à l'équilibre, fois la concentration de H3O plus, le tout divisé par la concentration de CH3COOH. Toujours, pour calculer Ka, la constante d'acidité d'un couple, il faut commencer par la concentration de sa base sur la concentration de son acide, de la base, la concentration de la base sur la concentration de l'acide, par la concentration de H3O+. Voilà. On a toujours la concentration, les deux concentrations sont égales, c'est H3COO moins et la concentration de H3O+. Toujours. Les deux concentrations sont égales. Toujours, les deux concentrations sont égales. Alors, dans ce cas, et la concentration de quoi? Et la concentration de l'acide à quoi égale? On a déjà fait ça. Égale la concentration initiale, Ca, moins la concentration de son conjugué, qui égale en même temps la concentration de H3O+. Et la concentration de CH3COO, H à l'équilibre, égale la concentration initiale, moins la concentration de H3O+. Toujours, toujours, toujours. Alors, K11 de ce couple, à quoi égale cette concentration égale concentration H3O+. Donc H3O+, concentration à l'équilibre, fois la concentration de H3O+, pour la deuxième fois, sur la concentration de Ca moins sur Ca moins la concentration de H3O+, qui égale à quoi? Égale à la concentration de H3O+, au carré à l'équilibre sur Ca moins la concentration H3O+. Nous avons déjà la concentration H3O+, qui est 10 à la puissance moins pH, et déjà on a Ca. Alors, dans ce cas, donc, Ka égale. C'est quoi la concentration? C'est 10 à la puissance moins pH, le tout au carré, sur Ca moins 10 à la puissance moins pH, qui est la concentration de H3O+. Maintenant, il faut calculer pKa1, sans faire l'application numérique de la première relation bien égalité. Et nous devons faire la deuxième, ça veut dire la deuxième application numérique. Je vais faire simplement une en un. Pour réduire les deux. Donc, pK11 à quoi égale moins log de Ka1, d'après la définition, qui égale à moins log de quoi? De 10 à la puissance moins pH au carré ou bien moins 2 pH. La puissance d'une puissance, c'est la multiplication, sur Ca moins 10 à la puissance moins pH. Application numérique, pK A1 à quoi égale moins log de 10 à la puissance moins 2 fois le pH. Déjà, on a ici le pH. Le pH, c'est 3,05 divided by Ca, qui est 5 fois 10 à la puissance moins 2, moins 10 à la puissance moins 3,05. Et enfin, pKa1 égale, vous devez trouver ou l'arrivée à ce résultat qui est 4,79. 2. Étude de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'ion méthanoate. On mélange un volume V1 de la solution SA avec un volume V2 égale V1 d'une solution aqueuse SB de méthanoate de sodium Na++ HCOO-. De concentration molaire Ca égale Cb. Les deux concentrations sont égales et les deux volumes sont égaux. Ici, voilà. Écrire l'équation de la réaction qui se produit entre les ions méthanoate et l'acide éthanoïque. Premièrement, elle veut faire un petit schéma. On a un réservoir, bien un bécher, bien n'importe quoi, de concentration Ca, qui est 5 fois 10 à la puissance moins 2, et de pH, à quoi égale 3, j'ajoute simplement 3,05. Ça c'est quoi? On a mélangeant le volume V1, et le volume, pardon, V1, de Sa. Sa, ce qui se compose premièrement de quoi? Acide éthanoïque, CH3, COOH. Voilà. Mélangé avec quoi?
dans un autre réservoir. Avec quoi? Avec une solution aqueuse SB. Solution basique. Solution ASB de méthanoate de sodium. Ça, c'est Na+, qui est quoi? Inactif, plus HCOO-. Ce qu'on nous conserve simplement HCOO-. Voilà, ion méthanoate. De concentration Ca égale Cb. Et ils ont même concentration, donc Ca. Et de volume V1, car le même volume. V1 égale V2. Donc, écrire l'équation de la réaction qui se produit entre le méthanoate et l'acide éthanoïque. Premièrement, les couples participant à la réaction. Donc, on a acide éthanoïque, CH3COOH, ion méthanoate, éthanoate, CH3COO-, AQ, AQ. Même chose, on a HCOOH, acide méthanoïque, ion méthanoate, HCOO-, AQ. Voilà. Alors, on a la réaction. On a ici entre l'ion méthanoate, voilà, et l'acide éthanoïque, voilà. Alors, on a CH3COOH réagit avec HCOO-, aller-retour, et nous donne quoi? Le conjugué du premier, c'est CH3COO- plus HCOOH. AQ, AQ, AQ et AQ enfin. 2. Trouver l'expression de quotient de la réaction à l'équilibre associée à cette réaction en fonction des constantes d'acidité. Donc, le quotient de la réaction à l'équilibre, c'est la constante d'équilibre, K, constante d'équilibre. À quoi égale la constante d'équilibre? C'est la concentration de CH3COO- AQ à l'équilibre fois la concentration ACOOH AQ à l'équilibre, le tout divisé par la concentration de CH3COOH à l'équilibre fois la concentration ACOO- à l'équilibre. Voilà, nous devons exprimer le quotient de la réaction à l'équilibre en fonction de pKa1 et pKa2. Dans ce cas, je vais multiplier et diviser en même temps par quoi? Par la concentration de H3+. Alors, le quotient de la réaction à l'équilibre est quoi? Concentration de CH3C et en moins. J'ai déjà dit que pour la concentration de H3+, que pour avoir la constante d'acidité d'un couple, il faut multiplier premièrement la concentration de sa base fois la concentration de H3+, sur la concentration de l'acide. Sur la concentration, l'acide c'est H3COOH, AQ, à l'équilibre. Donc, je multiplie par H3+, je dois diviser en même temps par H3+. Quoi? Il me reste HCOO H à l'équilibre sur HCOO- fois la concentration H3+ à l'équilibre. Je ne fais rien. Je multiplie, je divise par concentration H3+. Alors, le quotient de la réaction à l'équilibre, qui est quoi? En même temps, la constante d'équilibre, égale CH3COO- sur concentration de l'acide COOH à l'équilibre fois concentration H3+. Je vais descendre maintenant la concentration de l'acide en bas. Il sera 1 sur la concentration pour avoir Ka2. Pourquoi? Pour ce couple ACOH et ACO-, il faut avoir la concentration de la base, premièrement, en haut à l'équilibre, sur la concentration de HCOOH à l'équilibre, fois la concentration H3 à l'équilibre. Voilà. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? La première, ça c'est Ka1. Divided by, ça c'est quoi? Ka2. La constante d'acidité de quoi? De deuxième couple. Mais ils voudront simplement exprimer quotient en fonction de pK. Oui, à quoi égale Ka1? Égale 10 à la puissance moins P Ka1 sur 10 à la puissance moins P Ka2 A2 ici. À quoi égale 10 à la puissance pKa2 moins pKa1. Ça, c'est le quotient de la réaction à l'équilibre. Application numérique
quotient de la réaction. L'équilibre égale 10 à la puissance. 10 à la puissance pKa2 égale 3,75 moins pKa1 4,79. Et enfin, à quoi égale donc quotient de la réaction à l'équilibre, comme ça, équal 0,091 presque. Question 2-3. Trouvez l'expression de pH du mélange réactionnel en fonction de pKa et pKa2. Le pH en fonction de pKa1 et pKa2. Calculez sa valeur. Voilà. D'abord, pour le premier couple, CH3COH, CH3COO-. On a quoi? On a la relation pH égale pKa1, ça correspond à pKa1, plus log de quoi? De la base CH3COO-, divisé par l'acide CH3COOH. À l'équilibre, AQ. Même chose pour HCOOH et HCOO-. Acide méthanamique, ion méthanose. On a le pH. À quoi égale égale pKa2 plus log HCOO moins sur HCOO AQ à l'équilibre. Je fais maintenant la somme. Donc 2 pH. À la fin, elles ont même pH, car les deux sont mélangés dans la même solution. Voilà, pH plus pH, c'est 2 pH. À quoi égale pKa1 plus pKa2 plus quoi? Log plus log. Log plus log, c'est quoi? C'est log de quoi? Log A plus log B, c'est log A fois B directement. C'est la concentration de CH3COO- sur la concentration CH3COOH à l'équilibre fois la concentration ACOO- à l'équilibre sur la concentration ACOOH à l'équilibre. D'après le tableau, mais maintenant je vais dresser le tableau. Ici, comment ça c'était x au temps 0, 0. Et je vais faire directement T final, x final, ou bien à l'équilibre, Alors, la quantité de matière initiale de CH3COH, c'est Ca fois V1. Même chose ici, Ca fois V1. Ils ont déclaré qu'ils ont même concentration et même volume. Donc ici, pas encore, 0, 0. Ça, c'est Ca V1 moins X final, voilà, ou bien à l'équilibre. Ca V1 moins X à l'équilibre, X à l'équilibre, X à l'équilibre. Nous observons ici que les quantités de matière, en même temps, les concentrations sont égales pour les produits. Même chose pour les quantités de matière et les concentrations qui concernent les réactifs. Ils ont même quantité de matière initiale et même quantité de matière à n'importe quel temps, au temps final ou bien au temps intermédiaire. Alors, donc, d'après le tableau d'avancement, la concentration de CH3CO- égale à la concentration HCOO-H. Les deux concentrations sont égales. La concentration de CH3CO- à l'équilibre égale à la concentration HCOO-H à l'équilibre. De même, la concentration de CH3COOH à l'équilibre égale à la concentration de HCOO- à l'équilibre. Voilà, la concentration de CH3COOH égale à la concentration HCOO-. Et la concentration des produits sont égales. Voilà, ce sont les produits CH3COO- et HCOOH. Alors, dans ce cas, ces deux concentrations sont égales. Je vais les simplifier. Même chose, les deux concentrations ici et ici, je vais les simplifier. Il me reste simplement 1. Et log de 1, c'est 0. Donc,
Donc, quoi? Donc, 2 pH égale pKa1 plus pKa2 plus log de 1 qui égale à pKa1 plus pKa2. Et enfin, pH à quoi égale 1 demi pKa1 plus pKa2. Application numérique pour calculer le pH. Le pH égale 1 demi. pKa1 à quoi égale, ça c'est pKa2, il y a 3 et pKa1 égale 4. 4,79 plus 3,75. À quoi égale 4,27. Et enfin, son pH à quoi égale 4,27. Troisièmement, 3. Issu de la réaction de l'acide éthanoïque avec le méthanol. On réalise deux mélanges équimolaires de l'acide éthanoïque avec du méthanol, CH3OH. N02 CH3COH égale N02 CH3OH égale 0,9 mol. Le suivi temporel de la quantité de matière Na de l'acide éthanoïque dans chaque mélange à une même température θ permet d'obtenir les courbes C1 et C2 de la figure ci-contre. L'une des deux courbes est obtenue en utilisant un catalyseur pour l'un des deux mélanges. 3.1. Écrire l'équation modélisant la réaction qui se produit en utilisant les formules semi-développées. CH3COOH plus le méthanol, donc c'est CH3OH, je peux l'écrire ici, CH3COOH plus CH3OH, aller-retour, éthanoate de méthyle, qui est quoi? CH3, je vais garder CH3, C, qui est lié avec OO, mais CH3, ici, méthyle, plus H2O. Question 3.2. Indiquez en justifiant la réponse la courbe correspondant à la réaction utilisant le catalyseur. C'est 100% la courbe C1, car elle a atteint le régime permanent, cette courbe, elle a atteint le régime permanent avant la courbe C2 pendant une durée de temps très courte. Donc c'est la courbe C1. Pourquoi? Entre parenthèses, car elle a atteint le régime permanent avant la courbe C2. Question 3. Déterminer la composition du mélange réactionnel à l'équilibre. Simplement, je vais redresser de nouveau le tableau d'avancement. On a l'acide éthanoïque, CH3COOH, plus méthanol, CH3OH, éthanoate de méthyle, CH2 plus H2O. Ça, c'est H2O ici. Voilà. Je vais faire directement l'état initial et l'état d'équilibre et le bilan. Ça, c'est le temps et l'avancement. Ici, en 0, 0. Déjà, on a les deux réactifs sont équimolaires. Ils ont même quantité de matière initiale 0,9 en mol. Les produits ne sont pas encore présentés, 0,0. Ici, T à l'équilibre ou bien phénal, on a 0,9 moins X à l'équilibre. Ici, 0,9 moins X à l'équilibre. Ici, X à l'équilibre, ou bien phénal. D'après la courbe, donc ça représente, on a voilà l'évolution de Na, ça veut dire de l'acide carboxylique par rapport au temps. Au temps final, ça veut dire en régime permanent, sa valeur égale à moitié, entre 0,2 et 0,4, ça fait 0,3. Donc, final, on a 0,3 mol. Même chose, puisque les deux sont équimolaires, alors 0,3 pour l'alcool.
Donc, 0,9 moins x à l'équilibre, ça c'est simplement le bilan. À t final, x final ou bien à l'équilibre. 0,9 moins x à l'équilibre égale 0,3. 100% que x à l'équilibre à quoi égale 0,6. Voilà, mol. Car 0,9 moins 0,6 égale 0,3. Alors, x à l'équilibre égale 0,6. 0,6. Ça, c'est la composition du mélange réactionnel au temps final. Question 3. 4. Trouver la valeur de T1,5, le temps de demi-réaction, dans le cas de la transformation chimique correspondant à la courbe C2. Alors, pour déterminer T1,5, il faut déterminer sa quantité de matière correspondante Na de l'acide carboxylique ou bien acide éthanoïque. Déjà, on a l'expression, la quantité de matière de l'acide qui est représentée par Na. Donc, Na en fonction de temps égale 0,9 moins x en fonction de temps au temps intermédiaire. Alors, 100% que Na au temps T1,5 égale 0,9 moins x au temps T1,5. Donc, Na au temps T1,5 égale 0,9 moins x au temps T1,5 toujours égale x final sur 2 ou bien x à l'équilibre divisé par 2. Déjà, on a x final. Quoi égale x final? Déjà, on a x final égale 0,6. Application numérique. Na au temps T1,5 égale 0,9 moins 0,6 demi. 0,6 demi, ça fait 0,3. Donc, 0,9 moins 0,3, ça fait 0,6, oui. Donc, Na au temps T1,5 égale 0,6 mol. Voilà. Pour 0,6 mol, 0,2, 0,4, 0,6 correspond pour simplement à la courbe C2. Sans catalyseur, on a ici ce point, le point d'intersection. Alors, on a 1, 2, ça fait ici 1, 2, 3. Donc, il nous donne quoi? Ce point, voilà, ce temps. Donc, c'est 5 moins en éliminant 3 petites divisions. Chaque petite division à quoi égale 5 sur 10. On a ce carreau se compose ou bien se constitue de 10 petites divisions. 5 sur 10, c'est 0,5. Donc, moins 0,5 fois 3. Donc, alors, T 1,5 égale 5 moins chaque petite division égale 0,5 fois 3. Car chaque petite division, on a 10 divisions. 5 sur 10, c'est 0,5. 0,5 fois 3. Moins 1,5, ça fait 3,5. Voilà. Et enfin, T1,5 égale 3,5 heures. Voilà. Le temps T1,5. Question 3,5. Quel est le rendement de la transformation chimique étudiée? Le rendement R à quoi égale? Égale X final sur X max. En même temps égale X expérimental sur X théorique. Donc, avec x final ou bien x expérimental, à quoi égale? On a déjà x à l'équilibre égale 0,6. Voilà, ça c'est 0,6 mol. Et x théorique ou bien x max, donc c'est 0,9. Le réactif limitant, ce sont ces deux, sont équimolaires, égale 0,9. À quoi égale? En même temps, c'est x max en même temps. Alors, le rendement R, application numérique, égale 0,6 divided by 0,9, qui est 6 sur 9. 6 sur 9, ça fait presque 0,67. Et enfin, le rendement égale 67%. Question 3.6. Quand l'état d'équilibre est atteint, on ajoute à l'un des deux mélanges réactionnels la quantité de matière N égale 0,1 mol d'acide éthanoïque. Sachant que la quantité d'équilibre de la transformation chimique étudiée est K égale, faut trouver la nouvelle valeur de rendement de cette transformation. Ça, c'est la dernière question en chimie 3.6. Je vais dresser maintenant le tableau. X, l'acide carboxylique CH3COOH, acide éthanoïque, plus l'alcool, le méthanol, et enfin, qui nous donne éthanoate de méthyle, CH3COO, CH3 plus H2O. Voilà.
On a déjà 0, 0, autant 0. On a quelle quantité de matière? D'après le bilan, on a 0,3. Ici, on a 0,3. On a 0,6 et 0,6. Mais ils ont ajouté une autre quantité de matière pour l'acide carboxylique. Ils ont ajouté, quand l'état d'équilibre est atteint, on ajoute à l'un des deux mélanges réactionnels la quantité de matière d'acide éthanoïque. Donc, en ajoutant à l'acide carboxylique plus 0,1. Il sera 0,4. Voilà. À l'état d'équilibre, elle sera 0,4 car on a la quantité de matière initiale, c'est 0,4 moins x à l'équilibre prime. On a un autre avancement final. Ici, 0,3 moins x prime à l'équilibre. 0,6 plus x prime à l'équilibre. 0,6 plus x prime à l'équilibre. Voilà. Alors, nous voudrons maintenant calculer quoi? Déterminer x prime. Trouver la nouvelle valeur de rendement. Pour déterminer la nouvelle valeur de rendement, il faut déterminer premièrement le nouveau avancement final. Donc déjà on a k égale 4. Pourquoi la k est toujours reste constante, quelle que soit la réaction, concentrée ou bien non. K à quoi égale, d'après la réaction, égale les concentrations des produits sur les concentrations des réactifs. Donc, c'est la concentration de quoi? De CH3, COO, CH3 à l'équilibre, fois la concentration de H2O à l'équilibre, divisé sur la concentration de CH3, COOH à l'équilibre, fois la concentration de CH3OH à l'équilibre. En même temps, c'est quoi? C'est la quantité de matière fois la quantité de matière, c'est la quantité de matière fois la quantité de matière. Les quantités de matière ici sont égales, donc c'est quoi? C'est 0,6 plus x' à l'équilibre, le taux au carré. Ça, c'est la quantité de matière de CH3COH et la quantité de matière H2O sur la quantité de matière de l'acide carboxylique, c'est 0,4 moins x' à l'équilibre. Facteur de quoi? De 0,3 moins x' à l'équilibre. Alors, dans ce cas, K. Donc, K à quoi égale? Ça, c'est 0,6 ici au carré. Puisqu'on a le carré, à quoi égale le carré? Égale x' à l'équilibre au carré, plus 2 fois 0,6, ça veut dire plus 1,2 x à l'équilibre, plus 0,6 au carré, ça fait 0,36. Si au carré c'est 36, il faut dire la puissance moins 2, c'est 0,36. Le tout divisé par x à l'équilibre fois x à l'équilibre, c'est x' à l'équilibre au carré. 0,4 moins x' et 0,3 moins x', ça fait moins 0,4 moins 0,3, c'est moins 0,7 x' à l'équilibre. Et enfin, 0,4 fois 0,3, 4 fois 3, c'est 12, fois 10, c'est la puissance moins 2, plus 0,12. Voilà. Avec k égale en même temps 4. Alors, dans ce cas, on a 4x' à l'équilibre au carré, moins 4 fois 0, c'est 2, 28, donc 2,8 x' à l'équilibre, plus 4, plus 0, 4, 8, 48, à quoi égale x' à l'équilibre au carré, plus 1,2 x' à l'équilibre, plus 0, 36. 36, ça fait ici 6. Voilà, alors, je déplace cette expression au premier membre. Alors, 4x' carré moins x', c'est 3x' à l'équilibre au carré. Moins 0,2 x' moins 1,2, ça fait moins 4x' à l'équilibre. 0,48 moins 0,36, ça fait 0,12 équal 0. Donc, c'est une équation de second degré. Delta à quoi égale 4 carré qui est 16 moins 4 fois 3, 12. 12 fois 2, c'est 144 fois 10 à la puissance 10, c'est 1,44. Qui me donne quoi? 15, 14, ici on a 6 et 5. 14,56. Si c'est une valeur strictement supérieure, on a deux solutions. Nous devons avoir une x' à équilibre égale 4 plus ou bien moins la racine de delta, le discriminant
14, 56. Le tout divisé 2 fois 3, ça fait 6. Alors, la première valeur, elle nous donne quoi? 14,56, presque, donc je peux faire le calcul. Pardon. Ça, c'est 4 plus la racine de quoi? 14,56, le tout divisé par 6. On a ici deux valeurs. Donc, la première, c'est quoi? 1,3 mol ou bien 0,03 mol. Nous devons choisir 0,03. Pourquoi? Car Xmax, le réactif limitant, c'est l'alcool. Avec Xmax égale 0,3, la valeur maximale. On a 1,3 supérieur à Xmax. Supérieur à Xmax. Alors, sans problème, nous devons choisir la valeur inférieure 0,03. Donc, X' à l'équilibre, à quoi égale 0,0. Alors maintenant, pour calculer le rendement, je peux symboliser le nouveau rendement par R', car on a déjà X' et Xmax prime. Voilà. R' égale N, toujours N expérimental divided by N théorique. Donc, je vais prendre toujours la quantité de matière. Ici, on n'a pas de quantité de matière, car les deux produits ont commencé au temps initial avec une quantité de matière 0. Ici, avec une quantité de matière différente de 0,6, 0,6, 0,6. Alors, je vais prendre cette case, ou bien cette valeur dans cette case. Même chose ici, cette valeur simplement. On a ici quoi? X à l'équilibre sur X max. Ici, on a, c'est pas X à l'équilibre, on a 0,6 plus X' à l'équilibre sur, je dois réécrire de nouveau 0,6. 0,6, ici, c'est tout simplement 0 plus X à l'équilibre sur 0 plus X max. Ça y est, car on a, il a commencé par une quantité de matière égale 0. Ici, elle a commencé par 0,6. Donc, je vais écrire 0,6, 0,6, tout simplement. Alors, c'est quoi? C'est 0,6, la quantité de matière initiale ici, plus X' à l'équilibre, sur 0,6, plus X', l'avancement, le nouveau avancement maximal. 0,6. Si on a une autre valeur, par exemple 1 mol, ou bien 2 mol, ou bien 1 mol, alors je vais écrire 2 mol plus X', 2 mol plus X', 3 mol plus X', 3 mol plus X', 0 plus X', 0 plus X' ici. Donc, à quoi égale égale en même temps application numérique. R' à quoi égale 0,6 plus, ça c'est, pardon, en mol, plus 0,03 divisé par 0,6 plus l'avancement maximal, c'est 0,3, car on a ici 0,4, le réactif limitant et l'alcool, plus 0,3, qui nous donne directement 0,7. Et enfin, R' égale, par pourcentage, c'est 70%. Si on a augmenté la quantité de matière d'un des réactifs, alors nous devons avoir un rendement plus grand. Exercice numéro 2. Dans cet exercice, on se propose d'étudier la désintégration de tritium et sa réaction de fusion avec le deutérium. Le deutérium et le tritium sont deux isotopes de l'élément hydrogène. Donné, on prend la masse molaire de tritium, la masse molaire égale 3 grammes par mol, nombre d'Avogadro, la demi-vie de tritium, et énergie de liaison de quelques noyaux deutérium, tritium et l'hélium. On prend un nom égale 3,16 fois 10 à la puissance 7 secondes. Désintégration de tritium. Le tritium est un isotope radioactif émetteur β-. Le noyau formé est l'un des isotopes de l'hélium. Choisir parmi les affirmations suivantes l'affirmation juste. 1, 1. A. Je vais commencer par A. Le noyau d'hélium a un nombre de masse égal à 5 non, et un nombre de masse égal à 3. La radioactivité β- est caractéristique des noyaux très lourds. Qui concerne les noyaux lourds, c'est simplement la désintégration, bien la radioactivité de type alpha, bien la radioactivité alpha. Au bout de temps T égale 2T1,5, à partir du début de désintégration, le nombre de noyaux désintégrés dans un échantillon radioactif représente 25% du nombre de noyaux initial. On parle ici d'une proportion ou bien un pourcentage. Alors, un petit rappel pour le pourcentage. Le pourcentage de noyaux restants
et le pourcentage du noyau désintégré. Je symbolise ici le nombre de noyaux restants comme n, comme on a n égale n0 l'expo moins lambda t, c'est n, et le pourcentage de noyaux désintégrés. Pour le pourcentage des noyaux, n, c'est n sur n0. À quoi égale n? Déjà, on a n égale n0 l'expo moins lambda t. Alors, la fraction n sur n0 égale l'expo moins lambda t. Alors, l'expo moins lambda t, c'est une proportion, ou bien c'est un pourcentage. Par contre, le nombre de noyaux désintégrés, toujours, voilà, désintégré égale 1 moins, c'est le contraire, 1 moins l'expo moins lambda t. Pourquoi? Le nombre de noyaux restants plus le pourcentage de nombre de noyaux désintégrés toujours égal 100%, ça veut dire 1. Alors, le pourcentage de nombre restant, l'expo moins lambda t, le pourcentage de noyaux désintégrés, 1 moins l'expo moins lambda t. On va calculer ici pour 2tn demi. 100% pour tn demi. Si on a tn demi, on a toujours, ça c'est n0, on prend simplement la moitié, n0 demi, qui nous donne quoi? Correspond à tn demi. Alors, tn demi correspond quoi? Ça correspond à 50%, ça veut dire la moitié. 50% de noyaux restants, en même temps, on parle ici de noyaux désintégrés, à 50% de noyaux désintégrés. Voilà. Ça veut dire, pour 2t, ça c'est tn demi, pour 2tn demi, il sera strictement supérieur à 50%. Mais on a simplement ici 25%. Donc, c'est une proposition ou bien affirmation fausse. 100% elle est fausse. Nous pouvons faire un calcul ici. Donc, le pourcentage de noyaux ici, le pourcentage de noyaux désintégrés. À quoi égale 1 moins l'expo moins lambda t. À quoi égale t? On a 1 moins l'expo moins lambda. À quoi égale t ici? 2tn demi. 2tn demi. À quoi égale 1 moins l'expo moins 2 fois lambda fois tn demi. Déjà, on a lambda égale ln2 sur tn demi. Ça veut dire lambda fois tn demi égale ln2. Donc, ça fait égal 1 moins l'expo moins 2. À quoi égale lambda tn demi? Ln de 2 qui est 1 moins l'expo ln de 2 à la puissance moins 2 à la puissance 2 moins 4, ça fait 1 moins 1 quart. Donc l'expo moins 1 quart, c'est 1 sur l'expo ln de 4. Donc 1 moins 1 quart, ça fait 1 moins quart, ça fait 3 quarts. 3 quarts, ça fait 75%. Alors, l'affirmation C est fausse. La masse d'un noyau atomique est égale à la somme des masses de ses nucléons. Non. Toujours on a, si on calcule la masse d'un noyau, est toujours inférieure à la somme des masses de ses nucléons. C'est pour ça qu'on a le défaut de masse. Donc, c'est pour ça qu'on a une très grande ou bien une énorme énergie dans un noyau. Alors la proposition D est fausse. Lors d'une réaction de fission nucléaire, la masse est convertie en énergie. Mais oui, donc c'est la proposition E simplement. Question 1, 2. Écrire l'équation de la réaction de désintégration du noyau de tritium. Pour le tritium, on a simplement H13 et nous donne un noyau fils de propriété x, y, comme ça, x, y ou bien n'importe, plus des intégrations de type bêta- par émission d'un électron. Voilà. Alors, d'après Soddy, la loi de Soddy, on a 3 à quoi égale y. Je peux écrire ZA, pardon. Donc, 3 égale A plus 0. En même temps, 1 à quoi égale Z moins 1. Ça veut dire que A à quoi égale 3 et Z à quoi égale 2. Et enfin, H3, 1, il nous donne bêta moins plus un isotope d'hélium, car son Z égale 2, puisque Z égale 2, c'est l'hélium. Donc c'est un isotope 2, pardon, 2. Ici, c'est 3, plus un électron. Merci. 1, 3. Établir la relation entre la demi-vitesse demi et la constante radioactive lambda. On a toujours n en fonction de temps à quoi égale n0 l'expo. Ça c'est l'expo moins lambda t. Alors dans ce cas pour t égale Tn demi, à quoi égale n en t n demi égale n demi n 0. J'ai déjà
dit ça d'après cette courbe. Donc, on a un 0 pour T1,5 correspond à à un nombre restant de noyau. Donc, c'est N0 de mi à la moitié. Donc, ça veut dire que 1,5 N0 égale N0 l'expo moins lambda. Je vais simplifier par N0. Ça veut dire que l'expo moins lambda t égale N,5. Enfin, moins lambda t, je vais introduire ici la fonction ln égale ln de N,5 qui est égal à moins ln de 2. Je vais simplifier par le moins qui me donne quoi? Lambda t égale, je parle toujours de N,5, T1,5, T1,5, T1,5. T1,5 à quoi égale ln2 et enfin T1,5 égale ln2 divided by lambda. 1, 4. Un instant t égale 0, on a un échantillon de tritium radioactif de masse M0 égale 2 microgrammes. Calculé en unité becquerel, l'activité A1 de l'échantillon à l'instant où 90% des noyaux de tritium sont désintégrés. Donc, le pourcentage de noyaux désintégrés, comme on a déjà dit, à quoi égale le nombre de noyaux désintégrés sur N0? À quoi égale 90% ou bien 0,9. Voilà, on a, premièrement, A1 en fonction de T égale lambda N1 en fonction de T, car A égale lambda N. Cette relation, on a déjà cette relation. On a en même temps N1 en fonction de temps, plus ND en fonction de temps, égale N0. C'est quoi N0? Le nombre de noyaux initial, égale le nombre de noyaux restants, plus le nombre de noyaux désintégrés. Ça, c'est D. Équivaut, quoi? Que A1, à quoi égale lambda. C'est quoi N1? N1 égale N0 moins ND. Facteur de N0 moins ND. En fonction de temps. Voilà. Alors, A1 à quoi égale lambda facteur de N0 moins. À quoi égale ND? Déjà, on a ND à quoi égale 0,9 fois N0 égale 0,9 N0. Pourquoi? Car ND sur N0 égale 0,9. Ça veut dire que ND égale 0,9 N0. Voilà. Donc, alors, A1, à quoi égale je peux factoriser ici par N0, donc c'est lambda N0, 1 moins 0,9, c'est 0, 1. Donc 0,1 fois lambda fois N0 fois N0. De même, on a quoi en même temps? De même, on a la quantité de matière, toujours égale la masse sur la masse molaire. À quoi égale la quantité de matière? Égale la initiale, égale N0, c'est la constante d'Avogadro, le nombre de noyaux, ou bien le nombre de particules, sur Na. Ça veut dire que N0 à quoi égale, ça c'est toujours la masse 0, quantité de matière initiale, je peux ajouter ici le 0. Donc à quoi égale N0? Égale M0 sur la masse molaire fois la constante d'Avogadro, M0 sur la masse molaire fois la constante d'Avogadro. Donc, pardon. Donc, à quoi égale, je cherche A1. Donc, A1 à quoi égale 0,1 fois lambda, c'est quoi lambda? ln2 sur T, 1,5 fois N0, qui est M0, fois la constante d'Avogadro sur la masse molaire. Je parle toujours de la masse molaire qu'on a ici, la masse de tritium. H3. Chassons que lambda égale ln2 sur T, 1,5. Application numérique. Enfin, on trouve que A1 à quoi égale 7,145 quoi fois 10 à la puissance 7 becquerel. 2. Réaction de fusion de tritium et de deutérium. La réaction de fusion entre un noyau de deutérium et un noyau de tritium conduit à la formation d'un noyau d'hélium qui s'accompagne de l'émission d'un neutron. 2, 1. Pour chaque affirmation suivante, répondre par vrai ou faux en justifiant
Question A. L'énergie qu'il faut fournir à un noyau tritium au repos pour le dissocier en C nucléaire au repos est de 8,475 MeV. Et c'est vrai, ça c'est quoi l'énergie de liaison en MeV de tritium, je crois. L'énergie qu'il faut fournir à un noyau de tritium, voilà. 8,475. Et c'est vrai. Et c'est quoi la définition de l'énergie de liaison? C'est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau au repos pour dissocier ses nucléons. Et c'est vrai, c'est la définition. Donc, c'est une proposition qui est vraie. Vraie. Question B. Le tritium est plus stable que le deutérium. Dans ce cas, il faut faire simplement un simple calcul. On va calculer Xi de tritium. On va le comparer avec Xi de quoi? De deutérium H1,2. À quoi égale Xi de H3,1? C'est quoi? C'est l'énergie de liaison de tritium divided by A. À quoi égale? C'est 3. Par contre, Xi de H2,1, à quoi égale l'énergie de liaison de deutérium divided by 2. Donc, application numérique. Xi de H1,3, à quoi égale l'énergie de liaison de tritium C8 475 divisé par 3. Il donne 2, quelque chose ici. Ici, Xi de H1,2, à quoi égale H1,2, 2,366 divisé par 2. À quoi égale 1, donc 2, est supérieur à 1. Donc, Xi de tritium est strictement supérieur à Xi de H1,2. Je vais réécrire B. V est vrai. Passons à la question suivante. Tout. Calculé en unité MeV, voilà, l'énergie libérée, E libérée, égale la valeur absolue de delta E, par la réaction de fusion d'un noyau de tritium et d'un noyau de tritium. D'après l'introduction, on a la réaction entre le tritium, le deutérium, 1,2, plus le tritium, voilà, qui nous donne quoi? L'hélium, plus un neutron. Et d'après sodé, on a 2 plus 0, c'est 0, on a 2. Ici, 4 plus 6, 5, on a 5 au niveau des nucléons. On va calculer l'énergie libérée. L'énergie libérée égale la valeur absolue de delta, l'énergie de liaison. À quoi égale delta l'énergie de liaison? Pourquoi? Car on a déjà l'énergie de liaison. Sinon, on va calculer delta MC au carré, défaut de masse, donc fois C au carré, ou bien delta M fois C au carré directement. Donc, la valeur absolue de delta E, je vais commencer par les réactifs et enfin, je vais finir par les produits. C'est l'énergie de liaison de deutérium plus l'énergie de liaison de tritium moins l'énergie de liaison d'hélium. Voilà. Et la valeur absolue. Et toujours, on a l'énergie de liaison, toujours. L'énergie de liaison d'un neutron, toujours égale 0 MeV. 0 MeV, toujours raison. C'est pour ça qu'ils n'ont pas écrire sa valeur, son énergie, toujours 0. Alors, l'énergie, application numérique, l'énergie libérée égale la valeur absolue, deutérium 2,366 plus le tritium 8,475 moins l'hélium 28,296 égale après calcul 17,455 MeV. Alors l'énergie libérée égale c'est moins 19 avec la valeur absolue c'est positif donc 17,455 MeV. Exercice numéro 3. Cet exercice propose d'étudier la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension, un circuit oscillant LC, la modulation d'amplitude d'un signal. Premièrement, 1. Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. On réalise le montage électrique représenté sur le schéma de la figure 1, comportant un générateur de tension de force électromotrice E égale 24, un conducteur ohmique de résistance R, la bobine d'inductance L et de résistance négligeable, ça veut dire R est égal à 0 ohm, un interrupteur K.
On ferme l'interrupteur K à l'instant de DAS T égale 0. Un système d'acquisition informatisé ADK permet d'obtenir la courbe représentant l'évolution temporaire de la tension de l'intensité de courant électrique I dans le circuit figure 2. La droite T représente la tangente à la courbe au point d'abscisse T égale 0. 1, 1. La question 1, 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par I. Premièrement, on a UL plus UR à quoi égale E. Donc, U à quoi égale L dI sur dt avec petit r presque égal 0, ohm, plus, d'après la loi d'Ohm, c'est RI égale E. Voilà, ça c'est l'équation différentielle. Soit, je vais l'écrire sous cette expression, ou bien dI sur dt plus R sur L, I. 1, 2. L'expression de l'intensité de courant circule dans le circuit et I à quoi égale en fonction de temps à quoi égale A plus B l'expo moins T sur temps. Avec A, B des constantes et taux la constante de temps du circuit. 1, 2, 1. Déterminer les expressions de A et B en fonction de E et R. Donc on a A et B en fonction de quoi? De E et R. Voilà. Alors, premièrement, I est la solution. I en fonction de temps égale A plus B l'expo moins T sur temps est la solution de l'équation différentielle D de l'équation différentielle. Alors, elle vérifie l'équation différentielle. Ça veut dire quoi? L dérivée par rapport au temps de quoi? Je vais remplacer A par sa nouvelle expression. A plus B l'expo moins T sur temps plus grand R fois I qui est en même temps A plus B l'expo moins T sur temps à quoi égale E. Voilà. Alors, L, à quoi la dérivée d'une constante c'est 0, il me reste simplement B. Je vais sortir le B. La dérivée de l'expo, c'est l'expo moins T sur temps. En faisant la dérivée de quoi? De son exposant. En éliminant simplement le T, équation de premier degré, je vais éliminer simplement, il me reste moins 1 sur temps. Ça fait moins 1 sur temps, ou bien je vais écrire moins en divisant par temps. Plus, je vais développer cette expression, ou bien cette factorisation RA plus RB fois l'expo moins T sur temps égale E. Dans ce cas, je vais factoriser par B expo, B expo. Alors, B expo moins T sur temps. Je vais commencer par le deuxième terme, il me reste simplement R. Ici, il me reste moins L sur temps. À quoi égale E moins RA. Donc, 100%, on a R moins L sur temps qui est égal à 0. Avec le même résultat, donc 0 fois n'importe quelle variable, il nous donne 0. Alors, E moins RA égale 0. Dans ce cas, je peux déterminer même temps. Donc, L sur temps à quoi égale R. Je déplace mon S au deuxième membre. Et E à quoi égale RA. Enfin, A à quoi égale E divided by R. Et on a, donc je déplace taux au deuxième membre et R au premier membre, à quoi égale L sur R. Voilà. Ce sont quoi? Les deux constantes. On a déterminé les deux. Par contre, il me reste simplement B. D'après la condition initiale. D'après la condition initiale, quoi? D'après la condition initiale, on a I au temps T égale 0. Son expression, c'est A plus B l'expo de 0, qui est A plus B, car l'expo de 0, c'est 1. En même temps, I au temps T égale 0, d'après la courbe, à quoi égale 0. Alors, 100%, A plus B égale 0. Ça veut dire que B à quoi égale moins A. À quoi égale A, E sur R, ça veut dire moins E sur R. Et enfin, donc, I en fonction de temps égale A qui est E sur R plus B qui est moins E sur R fois l'expo moins T sur temps. Je peux factoriser ici par E sur R. Il me reste 1 moins l'expo moins T sur temps, sachant que temps à quoi égale L sur R. 1, 2, 2. Montrer que L égale 1 Harry.
Alors, L, et pour l'inductance, c'est toujours lié avec taux. D'après le résultat précédent, on a, voilà, le résultat présent, on a L sur R. Alors, dans ce cas, L à quoi égale taux fois R, mais il faut déterminer la valeur de R. Pour déterminer R, on a plusieurs méthodes, au moins deux méthodes. Je vais utiliser l'équation différentielle en régime permanent, ou bien je vais utiliser I en fonction de temps, l'expression, la dernière expression de I en fonction de temps, en régime permanent. Toujours, on a en régime permanent. On a I en l'infini, toujours. I en l'infini à quoi égal? I en régime permanent ou bien I max, qui est toujours quoi? Constante. Alors, L en régime permanent, l'équation différentielle, ça c'est l'équation différentielle. L d'IP sur dt plus R IP égale E. IP est constant, sa dérivée est nulle. Alors, R IP égale E. Ça veut dire que R à quoi égale? E sur IP. Ça, c'est le deuxième résultat. Je vais combiner entre les deux. L à quoi égale taux fois R. En même temps, on a R à quoi égale E sur IP. Finalement, L à quoi égale taux fois R qui est E sur IP. Application numérique. L égale taux. Déjà, on a ça, c'est taux, la projection ici, l'intersection de la tangente avec la symptote en régime permanent, et je fais sa projection. Ça fait 2 fois 10 à la puissance moins 3, fois E qui est égal à 24 volts, divided by IP, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 fois 9,6 fois 10 à la puissance moins 3 pour l'exprimer en ampères. Donc, à quoi égale 1? Donc, L égale 1 Henry. 1, 3. Déterminer en unité en système international l'expression numérique de la tension UL aux bornes de la bobine lors de l'établissement du courant. On a déjà UL, voilà. UL à quoi égale E en cas d'établissement du courant. Donc, UL moins UR qui est quoi? RI en fonction de temps. Moins. I en fonction de temps à quoi égale il y a R fois E sur R facteur de 1 moins l'expo moins T sur temps. Je peux simplifier ici par R. À quoi égale E moins E plus E. Je fais simplement la distributivité. E fois 1 c'est E. E fois moins c'est moins E. Avec le moins, je vais changer les signes. Moins plus E, l'expo moins T sur temps. Et enfin, l'expression en cas d'établissement du courant égale E, l'expo moins T sur temps. Ça, c'est l'expression en fonction de temps. Et on a fini maintenant un 3. Tout. Circuit oscillant LC. On réalise un circuit oscillant LC en associant une bobine précédente utilisée avec un condensateur de capacité C chargé totalement par un générateur de tension de force électromotrice. Déjà, il est en régime permanent avec un générateur de force électromotrice égale E0. Alors, UC autant T égale 0, à quoi égale E0. Donc, il est déjà branché et déjà chargé avec une charge, avec une tension égale U0. 2. 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la 1 entre les bandes du condensateur. Donc, toujours on a UC plus UL à quoi égale 0. C'est un circuit idéal. Alors, UC plus L D de I sur DT égale 0. C'est la même bobine qu'on a précédemment. Donc, avec une résistance interne nulle. Donc, avec I égale C, D de UC sur DT. Donc, UC plus L, D de I sur DT, c'est D, C, dérivée seconde de UC sur DT au carré égale 0. Ça, c'est l'équation différentielle. Je vais l'écrire, la réécrire en ordre. LC, dérivée seconde de UC sur DT au carré plus UC égale 0. Ou bien, je peux diviser par LC, dérivée seconde de UC sur DT au carré plus 1 sur LC, UC égale
0. 2, ça c'est 2, 1. 2, 2. La courbe de la figure K représente la variation de la tension UC en fonction du temps. Voilà, c'est un circuit idéal. C'est pour ça qu'on a des oscillations qui sont périodiques. 2, 2, 1. Trouver la valeur de la capacité C du condensateur. On prend P carré égale 10. D'abord, la courbe est périodique car le circuit est idéal. T0, toujours à quoi égale 2pi la racine de L fois C. Ça veut dire que T0 au carré à quoi égale 4 pi au carré fois L, C. Enfin, je peux déterminer C à quoi égale T0 au carré sur 4 pi au carré fois L. Application numérique. C à quoi égale? C'est quoi T0? On a 1, 2, 3, 4. 4 divisions. Et chaque division égale 0,5 mètres par seconde. Ça, c'est l'échelle horizontale, bien vitesse de balayage. Donc, c'est 4 fois 0,5, 0,5 ou bien 1 demi. Il est déjà exprimé en milli, ça veut dire 10 à la puissance millisecondes. Le taux au carré sur 4 fois P carré déjà, ils ont donné que P carré est presque égal 10, fois L qui est 1. Ça fait 10 moins 7. Et enfin, donc, C égale 10 moins 7 farad, ou bien 0,1 microfarad. La dernière question pour ce circuit, 2, 2, 2, trouver l'énergie emmagasinée EM, emmagasinée dans la bobine à l'instant T égale 1,8 secondes. Donc, à quoi égale EM en T égale 1,8 millisecondes. On sait déjà que E total égale EE plus EM. L'énergie emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie emmagasinée dans la bobine. Ça veut dire que EM, énergie magnétique, ou bien énergie emmagasinée dans la bobine, à quoi égale E total moins EE. Ça y est, voilà. Donc, EM, autant T égale 1,8, je crois. Oui, 1,8 millisecondes, à quoi égale E total. E total toujours reste constante. Donc, c'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur, autant T égale 0. Car UC est maximal. Alors, dans ce cas, I est minimal égale 0. Ça veut dire que l'énergie emmagasinée dans la bobine est nulle. Égale E au condensateur, autant T égale 0. C'est l'énergie totale. Donc, l'énergie totale égale à l'énergie autant T égale 0, où on a l'énergie emmagasinée dans le condensateur est maximale. Par contre, l'énergie emmagasinée dans la bobine est 0 minimal, ça veut dire égale 0. Donc, au total, égale EC, l'énergie emmagasinée dans le condensateur, est EE, autant T égale 0. Moins l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur, à quoi égale 1 demi C UC au carré. Autant quel temps T égale 1,8 millisecondes. Alors, à quoi égale l'énergie autant T égale 0 égale 1 demi C, à quoi égale UC égale UC max. UC max au carré. Moins 1 demi C UC au carré, autant T égale 1,8. Voilà, je peux prendre T égale T1 dans ce cas. Voilà, T1. Voilà, à quoi égale 1 demi C facteur de UC max au carré moins UC autant T1 au carré. Application numérique EM autant T1 à quoi égale 1 demi fois C. À quoi égale C? Déjà, on a C égale 10 à la puissance moins 7. Facteur. UC max, à quoi égale UC max? UC max égale 1, 2 égale 10 au carré moins UC autant T1. Autant T1 quoi égale 1,8 millisecondes. 1,8 ça veut dire quoi? 0,5 plus 0,5 ça fait 1. Plus 0,5 ça fait 1,5. Il faut donc 1,8, c'est 1,5 plus 0,3. C'est quoi 0,3? Donc chaque petite division, on a 5 petites divisions égale 0,5. Alors que chaque petite division, 0,5 divisé par 5 petites divisions, 5 petits carreaux, égale 0,1. Donc on a ici 1,5, 0,5, 0,5, 0,5, 1,5 plus 0,1 plus 0,1 plus 0,1. Ça veut dire plus 0,1 3 fois. Donc 1, 2, 3. Il correspond ici. Ça c'est quoi? Ça c'est 1,8 millisecondes. Qui correspond quoi? L'intersection avec la courbe. On va faire la projection sur l'axe vertical.
il me donne ce point ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 qui est 5 volts. Et chaque petite division, ou bien petit carreau, égale 1 volt. Ça fait 5 sur 1. Donc, 5, 6, 7, 8. Ça correspond à 8 volts. Donc, 8 au carré. Donc, 10 au carré, ça fait 100. 100 moins 64. Oui, 100 moins 64, c'est 36. Ah non. Oui, 36, oui. 36. 36 divisé par 2, ça fait 18. Donc, c'est 18 fois 10 à la puissance moins 7. Et enfin, l'énergie magnétique au temps T égale 1,8 millisecondes égale 18 fois 10 à la puissance moins 7, quoi, joules. 3. Modulation d'amplitude d'un signal. La courbe de la figure 5 représente l'évolution temporelle de la tension U associée à un signal modulé en amplitude. L'expression mathématique du U est de la forme U égale A, facteur de 1 plus M cos de PFST, le tout fois cos de PFPT, avec A une constante et M le taux de modulation. Fs et Fp sont respectivement les fréquences du signal modulant et de la porteuse. Voilà, ça c'est l'onde modulée. 3.1. Choisir la bonne réponse ou bien la bonne proposition. A, B, C, D. La fréquence de signal modulant est de 4 kHz. La fréquence de porteuse est de 4 kHz. La fréquence de signal modulant est de 100 Hz. La fréquence de l'onde porteuse est de 100 Hz. Donc, ils ont parlé simplement de la fréquence de l'onde modulante et de l'onde porteuse. On va calculer l'onde modulante premièrement. Ce qui est ici, ce qu'on appelle l'enveloppe. Premièrement, on va calculer TS. À quoi est TS? On a 1, 2, 3, 4, 5 carrés. Donc 5 fois 1, ça fait 5 millisecondes. 10 à la puissance moins 3 secondes. TS en même temps égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc c'est 20 TP. Alors, donc, dans ce cas, TS égale 5 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Par contre, TP, je peux calculer TP directement ou bien... Oui, nous devons calculer simplement la fréquence. Mais oui. Donc, 1 sur TS à quoi égale? Ou bien 1 sur TP égale 20 fois 1 sur TS. Alors, je déplace TP au premier membre qui sera quoi par division et TS en même temps division au deuxième membre. 1 sur TP, ici 1 sur TS. Alors, dans ce cas, à quoi égale FP minuscule, oui. FP égale 20 FS minuscule. Donc, premièrement, à quoi égale FS? Donc, FS égale 1 sur TS. Application numérique. FS égale 1 sur 5 fois 10 à la puissance moins 3. Ça fait 10 à la puissance 3 sur 5. 10 à la puissance 3 sur 5, ça fait 200 Hz. Voilà. Alors, à quoi égale 20 fois 200, ça fait 4000 Hz. Et enfin, Fs à quoi égale 200 Hz ou bien 0,2 kHz et Fp à quoi égale 4 kHz car on a déjà exprimé en kHz. Alors la seule réponse qui est juste c'est B. Alors ça c'est question 3.1. Donc A est fausse, B est juste, C est fausse. Même chose, D est une proposition ou bien fausse. 3 de répondre par vrai ou faux en justifiant, par justification. 3, 2. Voilà, ça c'est 3, 2. Donc, le taux de modulation est M égale 0,4. Est-ce que le taux de modulation, je vais calculer simplement par ce graphe. On a UM max moins UM min, le tout divisé par UM max plus UM min. À quoi égale application numérique? UM max 3 carreaux, ça veut dire 6, moins UM min, la valeur UM max et UM min, simplement les valeurs positives. 2 sur 6
plus 2, ça fait 8 ici. 4 huitièmes, ça fait 1 demi, 0, 5. Donc, c'est 0,5. Alors, donc, M à quoi égal? 0,5 et pas 0. Donc, A est une proposition, voilà, fausse. Donc, faux. B. La valeur de la composante continue de la tension est U0 égale de volts. UM max, donc UM max plus UM min, le tout divisé par 2. En supposant que UM max égale SM plus U0, et ici, moins la valeur minimale plus U0. Je vais simplifier par SM, il me reste simplement 2 U0 sur 2, c'est U0. À quoi égale U0? Alors, application numérique, U0 à quoi égale 6 plus 2, on a déjà les valeurs, divisé par 2, ça veut dire 8 sur 2, ça fait 4 volts. 3.3. Représente l'allure du spectre de fréquence de signal modulé et U sans respect d'échelle très précise. Donc U en fonction de temps égale A facteur de 1 plus M cos de pi fs t, le tout fois cos de pi fp t. À quoi égale, voilà, c'est A facteur. De quoi? 1 plus M cos de pi fst fois cos de pi fpt, elle me donne quoi? Cos de pi fpt plus M fois cos de pi fst fois cos de pi fpt. Voilà. Déjà, on a cos A fois cos B égale 1 demi cos A plus B plus cos A moins B. Alors, à quoi égale A facteur de cos de pi fp t plus M fois. Fois cos, c'est directement A, c'est cos de pi fpt et fst, et B, je vais le remplacer par de pi fp t. À quoi égale? C'est 1 demi, ici 1 demi, et j'ouvre la parenthèse, cos A plus B, la somme des deux, donc c'est de pi fp plus fs, le tout, fois t, voilà, en factorisant par t, plus cos A moins B, de pi fs moins fp fois t, ou bien de pi fp moins fs fois t. J'ouvre, je ferme la parenthèse, je ferme le crochet en même temps. Car la fonction cosinus, c'est une fonction paire. Donc, c'est A cos de pi fp t plus AM demi fois cos de pi fp plus fs t plus AM demi, je fais totalement la distributivité ou bien le développement ici, cos de pi fp moins fs t. Voilà. Alors les fréquences, on a trois termes ici. Les fréquences qu'on a fp, fp plus fs et fp moins fs. Alors je vais représenter ici l'allure de spectre de fréquence. Ça c'est quoi? 4 kHz. Ça c'est quoi? fp. On a fp plus fs et on a fp moins fs. À quoi égale fs? C'est 0,2. Donc ça c'est fp plus fs plus 0,2, ça fait 4,2. Ici, moins l'équidistant par rapport à ces deux points. Donc, c'est 8, c'est pas 8, c'est 3,8. Oui, c'est 3,8. Donc, à quoi égale l'amplitude pour la fréquence fp? Son amplitude, c'est A. Voilà. Et là, pour fp plus fs a une amplitude égale à m sur 2. À quoi égale m? Déjà, on a trouvé m égale 0,5, ça veut dire 1 demi. A fois 1 demi, donc A fois 1 demi, le tout divisé par 2, ça veut dire A quart. Donc, divisé par 4, ça c'est l'un quart de A. AM demi, qui est égal à 1 quart. Donc, avec une amplitude comme ça, même chose pour fp moins fs, même amplitude. Et maintenant, on est arrivé à la partie de la mécanique. Exercice numéro 4, partie 1. Étude de la chute d'une balle.
dans le champ de pesanteur, on lance verticalement vers le haut à l'instant t égale 0 à partir d'un point O, une balle S de masse M et de centre d'énergie G avec une vitesse initiale de valeur V0 égale 12 mètres par seconde. On étudie le mouvement de centre d'énergie G de la balle dans un repère OK lié à un référentiel terrestre supposé galiléen en deux phases. Mouvement de chute libre de la balle dans la première phase en haut et mouvement de chute de la balle avec frottement dans la deuxième phase lorsqu'elle se déplace vers le bas. Donné la masse M égale 80 grammes, l'intensité de la pesanteur G égale 10 mètres par seconde carré. Mouvement de la balle en chute libre. Pendant ce mouvement, le centre d'énergie, ça veut dire en haut, je parle en haut. Pendant ce mouvement, le centre d'énergie G de la balle est considéré en chute libre. Ça veut dire simplement sous l'action de son poids. 1. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer les équations horaires numériques donnant la vitesse Vz et la position Z de centre d'énergie G de la balle. Alors, donc on va commencer maintenant. Le système étudié, c'est quoi? C'est le corps S. On va supposer ça c'est le corps S. Déjà ici, représenté ici. S. Donc, bilan des forces ou bien l'inventaire des forces. Des forces appliquées sur le corps. On a simplement le poids P. Le poids du corps S. Donc, d'après ou bien en appliquant la deuxième loi de Newton, on a sigma des forces appliquées sur le corps à quoi égale MA. Quelles sont les forces? On a P qui est mg égale MA. Le corps est en chute libre. Ça veut dire que A, je cherche A égale par le biais de G. Donc A égale G. A suivant Z, donc AZ suivant le vecteur K. On écrit toujours AZ suivant K, car AZ quoi est une valeur algébrique, possible ou bien négative. À quoi égale? Comment est G vers le bas? Par contre, K vers le haut. À quoi égale? Moins G, K. Ça veut dire que AZ à quoi égale? Moins G. Moins 10. Moins 10. Voilà. Alors, dans ce cas, nous devons commencer pour déterminer l'équation horaire de la vitesse. Après, on va déterminer l'équation horaire du mouvement. C'est quoi AZ suivant l'axe vertical, mouvement est rectiligne. AZ égale D de VZ par rapport au temps. À quoi égale moins G. Ça veut dire D de VZ à quoi égale moins G dt. En introduisant ici l'intégrale D de VZ à quoi égale l'intégrale de moins G dt. Donc l'intégrale c'est VZ ou bien la fonction primitive en fonction de temps. À quoi égale moins G, et c'est une constante, il me reste simplement en fonction de temps plus constante. Sachant que la constante à quoi égale autant pour la condition initiale, autant t égale 0 égale Vz autant t égale 0. Donc à quoi égale Vz? C'est V0. Vz égale V0. Suivant en même temps, c'est V0. Alors, Vz en fonction de temps, à quoi égale? Moins Gt plus V0. On peut l'écrire numériquement, donc Vz en fonction de temps égale moins dt, je crois que G égale 10, oui, moins Gt, à l'intensité de pesanteur, plus V0 qui égale à 12. Vraiment, en mètres par seconde. Même chose, on a Vz en fonction de temps, à quoi égale la dérivée de Z temps par rapport au temps. Alors, dz à quoi égale Vz fois dérivée de t, dz en fonction de temps à quoi égale Vz égale moins dt plus 12 dérivée de t en introduisant en même temps l'intégrale. Alors z en fonction de temps à quoi égale moins 10, c'est quoi t? C'est 1 demi t au carré plus 12 est une constante, je dois ajouter la fonction primitive de 12, c'est 12x, 12t plus une autre constante z', c', sachant que c' au temps initial 0, 0, il me reste simplement z0. À quoi égale z au temps t égale 0? Déjà le corps coïncide avec O, alors c'est 0 mètres. Et enfin, z en fonction de temps à quoi égale moins 5t
t au carré 10 demi c'est moins 5 plus 12t. Ça c'est l'équation horaire du mouvement en mètres et ça c'est l'équation horaire de la vitesse. On a fini maintenant la première question à 1, 1, 2. En utilisant l'équation Vz et Z déterminée à 1, 2, la hauteur maximale H atteinte par G. Ils ont déjà ici représenté la hauteur H, où on a à ce sommet ici, on a la vitesse, comment est nulle, ça veut dire Vz égale 0 mètres par seconde. Je vais commencer par la vitesse nulle. En utilisant Vz, déjà on a Vz en fonction de temps égale moins 10t plus 12. En même temps, Z en fonction de temps égale moins 5 t au carré plus 12 t. Alors, au sommet, voilà. Au sommet, on a Vz à quoi égale Vz égale 0 mètres par seconde. Alors, dans ce cas, moins 10 t plus 12 égale 0. Je peux prendre le temps correspond, c'est th. Voilà, th. Ça veut dire quoi? Que th à quoi égale moins 12 sur moins 10, ça veut dire 12 dixièmes, ça fait 1,2. Et enfin, th égale 1,2 secondes. Je vais passer maintenant à z qui représente h. Z pour th à quoi égale? C'est la distance h en même temps. À quoi égale? Moins 5 fois th au carré plus 12 th. Application numérique, h à quoi égale? Moins 5 fois 1,2 au carré plus 12 fois 1,2 qui donne alors h égale 7,2 mètres. Question 1 de la valeur algébrique V0Z de la vitesse de G lors de son passage vers le bas par le point O. Alors, ici, on a un deuxième mouvement. Donc, on a Z et le mouvement, on va supposer le sommet, c'est le point A. Voilà. Et ça, c'est le point O, l'origine de l'axe des côtes O. Le vecteur unitaire K, comme ça, vers le haut. G vers le haut. Vous savez, voilà. Ça fait quoi? La distance H, où on a Z de point A. Oui, la hauteur est 7,2 mètres. Ça, c'est ZA vers le haut. Alors, en appliquant d'après la deuxième loi de Newton. D'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces égale même chose. On va trouver que mg égale ma. Ça veut dire que A égale G. Ça veut dire AZ suivant K, c'est une valeur algébrique. G toujours à quoi égale moins G suivant K. Et toujours on a AZ égale moins G. Alors, d de Vz sur dt à quoi égale moins G. Ça veut dire l'intégrale de d de Vz à quoi égale l'intégrale de moins G dérivée de t. Alors, Vz en fonction de temps, toujours égale moins gt plus une constante. C1. Chassons la constante C1 égale Vz0. Ici, on va commencer par un temps t égale 0. Elle a commencé démarrer de point A vers le point B. On chute libre vers le bas. Simplement sur l'action de son poids. Donc, Vz0. Elle a commencé par une vitesse initiale. Vz0, temps t égale 0. À quoi égale Va qui est 0 mètres par seconde. Donc, elle a démarré sans vitesse initiale. Donc la constante égale 0, constante oui, mètres par seconde. Dans ce cas, Vz en fonction de temps égale moins 10t, car G égale 10. Voilà. On va déterminer Z. En même temps, Vz c'est quoi? d de Z par rapport au temps à quoi égale moins 10t.
Ça veut dire l'intégrale de dz en fonction de temps égale l'intégrale d'l moins dt fois dérivée de t. Donc z en fonction de temps égale moins 10 sur 2t au carré. Primitif de t, c'est théorème comme x, c'est x carré demi, plus constante, plus c2. Chassons que c2 égale z au temps t égale 0. À quoi égale z au temps t égale 0? C'est z au point A, qui est la distance h, qui est en même temps égale à 7, mètres. Alors z en fonction de temps égale moins 5, 10 sur 2, c'est 5, 10 et demi, moins 5 t et demi, plus 7,2 est toujours en mètres. Alors, ça c'est l'équation horaire du mouvement. Dans ce cas, on va déterminer la valeur algébrique V0 de Z. Ça veut dire que V0 de Z, ça c'est V0 Z. Lorsqu'on a le déplacement de A vers O en bas, V0 Z vers le bas, alors la valeur algébrique est négative car elle a un sens totalement opposé de K. On a Vz en fonction de temps à quoi égale moins dt. En même temps, Z en fonction de temps égale moins 5 t au carré plus 7,2. Donc Z égale 0 égale moins 5 t au point O. Je peux supposer le t au point O comme t' ici. Donc c'est t' au carré plus 7,2. Alors à quoi égale t'? Ça c'est t' au point O. T' égale la racine de 7,2 divided by 5. 7,2 divisé par 5. Ça fait 1,2. Alors, T' égale 1,2 secondes. Dans ce cas, je vais remplacer T' dans la première équation. Donc, Vz au temps T' égale moins 10 fois T', application numérique. Vz en T', V au Z, à quoi égale moins 10 fois 1,2. Ça veut dire V au Z, à quoi égale moins 12 mètres par seconde. Ça, c'est la valeur algébrique. Ou bien, vous pouvez écrire la valeur absolue de V au Z égale 12 mètres par seconde. Le signe moins signifie simplement que le sens est opposé par rapport au vecteur unitaire. 2. Mouvement de chute de la balle avec frottement. À partir de l'instant de passage de centre d'énergie G par le point O vers le bas, qu'on prend comme nouvelle origine des dates T0 égale 0, la balle est soumise en plus de son poids P à une force de frottement fluide modélisée par F égale moins lambda V, avec V égale VZK et lambda égale 0,12 en système international. On néglige la poussée d'Archimède devant ces deux forces. 2, 1. Oui, c'est la partie 2, 1. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse Vz de centre d'énergie G dans la balle s'écrit dVz sur dt plus 1 sur taux Vz plus G égale 0 avec taux, le temps caractéristique du mouvement. Donc, je vais commencer dès le début. Donc, le système étudié, c'est quoi? C'est le corps, toujours le corps S. Je vais faire une petite représentation. On a ici O, on a le temps T égale 0, le temps initial, et K toujours vers le haut. Voilà, on a toujours contre l'habitude, qu'on a toujours Z vers le bas. Quoi d'autre? Les forces appliquées sur le corps sont quoi? C'est le poids et les frottements qui sont vers le haut. La poussée d'Archimède est négligeable. F est à quoi égale? Égale moins lambda V, qui est en même temps à quoi égale moins lambda. C'est quoi V? Déjà V égale VZ, suivant K. Ici, nous voyons que V, la vitesse vers le bas, le sens contraire de K. Donc, V à quoi égale moins VK. Voilà, moins VK, car V dans le sens contraire. Mais ils ont écrit simplement V égale VZK. Ça veut dire que cette composante VZ est négative, car V est totalement le sens contraire de K. On va démontrer l'équation différentielle. Donc l'équation, le système étudié, c'est S. On va faire l'inventaire des forces. Ça veut dire des forces appliquées sur le corps. On a simplement le poids et c'est pas la poussée d'Archimède, c'est les frottements. Donc le poids de
S et simplement les frottements. Voilà, donc en appliquant la deuxième loi de Newton, sigma des forces appliquées sur le corps toujours égal MA. Alors, dans ce cas, on a P plus F toujours à quoi égal MA. C'est quoi P? C'est M fois G. Donc, G, dans le sens contraire de K, ça veut dire moins MG. K. Pourquoi? Car G, le sens contraire, moins GK. Quoi d'autre? Plus F à quoi égal moins lambda V qui est quoi? Moins lambda VZ avec VZ toujours négative. Car toujours sachant que VZ est strictement inférieur à 0. Toujours inférieur à 0. Plus quoi d'autre? Ça y est. Égal MA, c'est quoi? D de VZ par rapport au temps suivant K. La trajectoire est rectiligne. Alors 100% A égale A tangentielle. A normal égale 0. Je vais éliminer maintenant K. Ça veut dire que moins MG moins lambda VZ égale M D de VZ sur dt. Et elles ont divisé ici par m et rassemblé tous les termes dans un seul membre. Alors d de vz sur dt, je vais diviser par m et déplacer en même temps, plus lambda vz divisé par m, plus mg divisé par m, ça veut dire plus g égale 0. Avec quoi? Donc dans ce cas, d de vz sur dt plus 1 sur tau Vz plus G égale 0. Ça, c'est l'équation différentielle, sachant que tau égale M sur lambda. Pourquoi 1 sur tau égale lambda sur M? Alors, tau égale M sur lambda. 2. Toujours, on a en régime permanent. Toujours, on a V en régime permanent, on a V égale V limite égale constante. Je peux écrire VP égale V limite égale constante. Ici, c'est une valeur toujours négative. Alors, puisque cette vitesse, voilà, vérifie en même temps l'équation différentielle, alors d de Vz limite, je peux écrire Vz limite ou bien V limite sur dt plus lambda sur m v limite ou bien vz limite, vz limite plus g à quoi égal 0. V limite est constante, sa dérivée est nulle, ça veut dire lambda sur m v limite plus g égale 0. Ça veut dire que v limite à quoi égal moins g fois la masse sur lambda. Vous voyez que la vitesse ici est négative. Nous devons simplement déterminer la norme, ça veut dire la valeur absolue de VL, sans vecteur, la valeur absolue à quoi égale G fois M sur lambda. Application numérique, V limite à quoi égale G égale 10. La masse est déjà 80, c'est 80 fois 10 à la puissance moins 3 à 80 grammes. Et lambda en système international, déjà 0,12 égale 6,60, presque 66, presque 67. Donc la valeur absolue de VL à quoi égale? Et c'est une vitesse, alors mètre par seconde. 2, 3. Déterminer en utilisant la méthode de l'heure la valeur algébrique Vz au temps TI de la vitesse à l'instant TI. Sachant que l'accélération du mouvement à l'instant TI-1 et AI-1 égale 5 mètres par seconde carré, et on prend le pas de calcul delta T égale 66 millisecondes. Premièrement, mettons-nous d'accord sur les symboles que je vais utiliser. AI au temps TI-1 est symbolisé par AI-1, comme on a ici. AI-1, ça veut dire au temps TI-1. V au temps TI-1 à quoi égal VI-1 ou bien VZI-1. V au temps TI à quoi égal VI. Ça y est. Alors, je vais commencer par l'équation différentielle. Premièrement, l'équation différentielle, on a d de Vz sur dt.
d de Vz sur dt est remplacé par A. Plus 1 sur tau Vz qui est quoi? V, je peux écrire Z ou bien non, plus G égale 0. En même temps, je vais écrire ici les ronds ou bien les indices après. La vitesse, déjà on a Vz en fonction de temps. À quoi égale autant Ti, ça veut dire I, égale AI moins 1 fois T, plus Vi moins 1 ou bien fois le pas delta T. Fois le pas delta T. Donc toujours ici Vi, donc je descends d'un seul pas ici, donc juste précédent, donc l'indice juste précédent, AI moins 1, VI moins 1. Alors j'ai quoi ici? Il nous a donné simplement AI moins 1, si j'ai AI moins 1, je peux déterminer VI moins 1. Et si je termine VI moins 1 avec AI moins 1, je peux déterminer VI, car nous voudrons simplement calculer VZ. Autant TI, ça veut dire VZI. Voilà. Alors ici, je dois écrire AI moins 1 et I moins 1. VZI moins 1. Voilà. Alors j'ai AI moins 1, je peux déterminer VI moins 1. Alors, je vais utiliser toujours la collade. Alors, à quoi égale 1 sur tau VI moins 1 ou bien VZI moins 1? À quoi égale moins AI moins 1 moins G équivaut en même temps VZI moins 1 à quoi égale moins tau, je peux factoriser par moins tau, AI moins 1 plus G. Voilà. Dans ce cas, je peux écrire VZI à quoi égale AI moins 1. Nous avons déjà la valeur de AI moins 1 fois le pas delta T plus VI moins 1. Je vais la remplacer par sa nouvelle expression moins tau fois ou bien facteur AI moins 1 plus G. Donc, application numérique VZI à quoi égale AI moins 1 à quoi égale 5 mètres par seconde. Fois delta T, le pas, c'est 66 fois 10 à la puissance moins 3. Il est exprimé en mètres par milliseconde. Moins tau, c'est quoi tau? Déjà, on a tau égale M sur L. Avec M, c'est 80 grammes, ça veut dire fois 10 moins 3 pour l'exprimer en kilogrammes. Sur lambda, déjà, ils ont donné la valeur de lambda, c'est 0,12 facteur de AI moins 1 en même temps, donc c'est 5 plus G toujours égale 10. Après calcul, équivaut que VZI à quoi égale moins 9,67 mètres par seconde. Et c'est vrai, c'est une valeur algébrique négative, car la vitesse prend le sens contraire de K. Partie 2. Étude du mouvement d'une balançoire. Un enfant oscille à l'aide d'une balançoire, figure 2. On modélise la balançoire avec l'enfant par un pendule formé par un corps solide S de masse M et de centre d'énergie G, suspendu en un point O par une tige rigide, voilà, de masse négligeable et de longueur L, pouvant effectuer un mouvement de rotation dans un plan vertical autour d'un axe horizontal delta passant par O. Figure 3. On étudie le mouvement du pendule dans un repère G0, K, ça veut dire c'est un repère d'origine Z0 et de vecteur unitaire K vers le haut, lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. On écarte le pendule de sa position d'équilibre stable d'un angle précis θ0 égale 9 degrés, inférieur à 15 degrés, dans le sens positif, dans ce sens. Puis on le lâche sans vitesse initiale à l'instant de date T0 égale 0. On repère la position du pendule à un instant de date T par l'abscisse angulaire θ. Voilà. Donc, on néglige tous les frottements et on choisit le plan horizontal passant par G0, position de G, à l'équilibre stable comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur EPP égale 0. Alors, on a un plan horizontal qui passe par G0 où on a EPP égale 0 joules, c'est l'état de référence. Donné le moment d'inertie de pendule par rapport à l'axe de rotation delta et G delta égale ml au carré, accélération de pesanteur G égale 10, L égale 2,4 mètres. Pour les oscillations de faible amplitude, on prend cos θ presque égal à moins θ carré demi, θ en radian. Question 1. 1. Montrer que l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur du pendule à un instant T pour les oscillations de faible amplitude et EPP égale 1 demi, EPP égale 1 demi MGL fois θ carré. Toujours on a
EPP, énergie potentielle de pesanteur, à quoi égale mg z de g moins Z0. C'est quoi Z? C'est la cote. C'est la cote du centre d'inertie du corps, ici. Ça, c'est ZG. Voilà. Et Z0, c'est quoi? C'est la cote de quoi? De l'état de référence. Voilà. Premièrement, on a Z0 égale 0 mètres. Pourquoi? Donc, l'état de référence passe par G0. Alors, sa cote égale 0. 0 mètres. Alors, dans ce cas, EPP implique EPP égale mg zg. Donc, c'est quoi zg? Ça, c'est zg. Zg est positif, c'est quoi? Ça, c'est cette distance, ou bien ici, zg. Je dois me déplacer en haut. Je vais prendre cette distance comme h, et toujours on a cette distance, c'est quoi? C'est la longueur L, la longueur du fil. Donc, L, c'est L. Alors, donc, déjà, on a L à quoi égale? On a L à quoi égale? H plus ZG. H plus ZG égale la longueur L. Ça veut dire que ZG à quoi égale? L moins H. Nous avons déjà la longueur L. Je vais déterminer maintenant H. H suivant un triangle rectangle en ce point ici. Je vais utiliser, puisque θ est encadré ou bien intercepté par les deux grandeurs, je vais utiliser la cosinus. Cosinus θ à quoi égale le côté adjacent qui est H sur l'hypoténuse qui est L. Ça veut dire que H à quoi égale L fois cos θ. Donc, ZG à quoi égale L moins H qui est quoi? L moins à quoi égale H? L cos θ qui est égal à L facteur 1 moins cos θ. Et enfin, c'est pas enfin, donc EPP égale mg zg égale ml. C'est quoi zg? L facteur de 1 moins cos θ. Déjà, on a, d'après le développement limité, on a cos θ presque 1 moins θ carré demi. Ça veut dire que moins cos θ presque égal, ou bien égal, moins 1 plus θ carré demi. Ça veut dire que j'ajoute 1 moins cos θ à quoi égale θ carré demi. Voilà. Et dans ce cas, je vais remplacer 1 moins cos θ par sa nouvelle expression θ carré demi. Enfin, EPP à quoi égale MGL, c'est quoi? θ carré demi, ça veut dire 1 demi MGL θ carré. Question 2. En exploitant la conservation de l'énergie mécanique du pendule. 2.1. Déterminer la vitesse angulaire maximale θ point max du centre d'inertie G. θ point max. On a EM toujours égal EC conservatif, ça veut dire les constantes en fonction de temps, plus EPP en fonction de temps. Et en même temps, EC max égale EPP max, puisqu'elle est conservative, car EM est une valeur conservative. À quoi égale EC max? Donc, EC max égale 1 demi G delta θ point au carré max. À quoi égale EPP max? Déjà, on a l'expression, ça c'est en fonction de θ, égale 1 demi MGL θ max au carré. Oui, je peux simplifier par 1 demi. Alors, dans ce cas, θ point max au carré, à quoi égale MG L sur G delta fois θ max au carré, qui est égal à MGL avec G delta égale ML au carré. Pour un pendule simple, toujours ML au carré. Pour un pendule simple, pour un cerceau, pour un anneau, donc c'est ML au carré fois θ max au carré. Donc, θ point max à quoi égal? Je vais simplifier par MM et L. Il me reste G sur L. Je vais éliminer le carré. Ça veut dire que je vais utiliser ici la racine fois la racine de θ
max carré, c'est θ max. Voilà. Θ max est déjà exprimé en degrés égale 9. Je crois que c'est 9. Oui, ça c'est θ 0. Donc on écarte le pendule de position d'équilibre stable dans notre tan. Avec θ max, c'est θ 0. Je peux écrire la racine de G sur L fois θ 0. Mais θ 0, je dois l'exprimer en radians. C'est pas θ max. Je peux l'écrire comme ça. Je vais la laisser comme ça. θ max en rad. Vous savez? Voilà. Alors, déjà, on a θ 0 qui égale 9 sur 180, à quoi égale θ max, qui est θ max en rad, le tout divisé par pi. Ça veut dire que θ max en radian égale θ 0 fois pi, le tout, pi, ça c'est pi, le tout divisé par 180 degrés. Alors, voilà, donc θ point max à quoi égale la racine de G sur L fois θ 0 fois pi, le tout divisé par 180 degrés. Application numérique. θ point max à quoi égale la racine G c'est 10 et L 2,4 en système international fois θ 0 qui est 9 degrés sur 180 degrés fois pi. θ point max à quoi égale 0,32 radians par seconde si c'est une vitesse. 2. Établir l'équation différentielle de mouvement vérifiée par l'abscisse angulaire θ en fonction de temps. EM est conservative. Ça veut dire quoi? Donc, dérivée de EM par rapport au temps est nulle. Ça veut dire la dérivée par rapport au temps de quoi? EC plus EPP, j'ai potentiel de pesanteur, toujours est nul. Ça veut dire la dérivée par rapport au temps, c'est quoi EC? C'est 1 demi. G delta, ou bien je vais écrire directement G delta qui est ML au carré. G delta, θ point au carré, en fonction de temps, plus EPP qui est quoi? 1 demi MGL θ au carré égale 0. Ça veut dire donc 1 demi ml au carré c'est constante. La dérivée de θ point au carré c'est 2 fois θ point fois θ, la deuxième dérivée θ 2 point, plus 1 demi mgl fois c'est quoi? Je descends l'exposant 2 fois θ à la puissance 1 et je fais une deuxième dérivée, donc une dérivée de θ c'est θ point à quoi égale 0. Je vais simplifier ici par 2, même chose ici, 2, et je vais factoriser par m, L au carré, θ, point. Voilà, m, L carré, θ, point, il me reste simplement θ, 2 points, pour avoir l'équation différentielle. M, L au carré, je peux ajouter ici, L au carré, et diviser par L. Voilà, je factorise ici par m, L au carré et θ point, il me reste simplement plus G divisé par L fois θ. Voilà. Toujours ML au carré θ point différent de 0. Alors 100% que θ 2 points plus G sur L fois θ égale 0. C'est l'équation différentielle vérifiée en fonction de θ. 3. Calculer la période propre de ce pendule, sachant qu'elle est analogue à un pendule simple de longueur L et de masse M. Alors, on a l'équation différentielle θ 2 points plus G sur L θ égale 0. C'est comme θ 2 points plus oméga 0 carré θ égale 0. Avec oméga 0 la pulsation propre. Et déjà, on a oméga 0 égale 2pi sur T0, alors 100% que T0 égale 2pi sur oméga 0. Avec oméga 0 carré égale G sur L, alors oméga 0 égale
la racine de G sur L. Alors, de pi sur la racine de G, ça veut dire que de pi, la racine fois L sur G. Ça, c'est simplement pour les sciences maths et pour en même temps les sciences X. Mais vous utilisez souvent simplement directement l'expression de T0, la période propre. À quoi égale 2 pi, la racine, l'inverse quoi du coefficient de θ, L sur G. Je vais faire simplement l'application numérique. T0 égale 2 pi, la racine de L qui est 2,4 ohms mètre divided by 10. Donc T0 à quoi égale? En secondes, sa valeur est presque 3,078 secondes. Et merci et bonne chance.